bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette première édition du forum intitulé « Vers une nouvelle citoyenneté urbaine » qui est organisée par Atelier Capacité. Atelier Capacité est une association pluridisciplinaire créée à Lyon en décembre 2014. Elle a pour projet d'accompagner et de piloter des projets en lien avec les espaces publics et la citoyenneté autour de 4 pôles d'action qui sont l'urbanisme, la culture, l'éco-citoyenneté et les solidarités locales et internationales. Ces pôles d'action sont tournés vers la transformation des territoires pour répondre à des enjeux centraux tels que les mobilités numériques, la biodiversité urbaine, l'alimentation saine et locale, les politiques de déplacement, la récupération et le recyclage, ou encore la sensibilisation aux enjeux du développement durable et des changements climatiques. En octobre 2015, Atelier Capacité, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, a initié une démarche d'accompagnement des envies d'agir au sein des communautés universitaires. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet Rhône-Alpin éco-citoyen. L'objectif de cette démarche est de proposer des solutions durables et concrètes pour faciliter les changements individuels et collectifs. Nous avons souhaité, sur le temps d'une journée, rassembler des professionnels des champs de l'urbain et de la culture, des étudiants, des chercheurs, des élus, des citoyens engagés au quotidien à l'échelle de leur immeuble, de leur quartier ou de leur ville. Ceci dans le but de confronter les expériences habitantes, mais également associatives, professionnelles et institutionnelles, de croiser les points de vue, de prendre de la hauteur pour nous interroger sur la diversité des formes de l'action citoyenne dans les espaces publics. Encore une fois, vous allez donner à voir ces initiatives citoyennes qui témoignent de la diversité des formes d'engagement et de mobilisation collective qui travaillent toutes les sociétés contemporaines, sortant un petit peu de notre ethnocentrisme et de notre hexagone. Mais c'est bien de revenir à ces initiatives, elles perdurent, elles sont bel et bien présentes, quand bien même elles ne font pas la une de la presse tous les jours. Elles témoignent d'abord et avant tout qu'il y a un mouvement, une transition sociale, citoyenne, écologique. Les citoyens contribuent à fabriquer de l'action publique. Ce sont des faiseurs d'action publique, c'est sans doute une des questions aussi qui va travailler votre journée. Ils sont des acteurs de l'action publique dès lors qu'ils investissent les territoires de vie, les espaces publics. Et puis, bien évidemment, il y a un grand nombre de questions que vous nous obligez sur lesquelles vous nous obligez à réfléchir. En lien avec l'agir collectif, ou le pouvoir d'agir, la capacitation citoyenne, ou l'engagement citoyen, bref, ce qui est au cœur de nombre de recherches, c'est un objet de recherche très séduisant, mais c'est d'abord et avant tout un objet de pratique et de réflexion qui travaille au quotidien les territoires de vie, les espaces, qu'ils soient en milieu urbain ou en milieu périurbain ou ruraux, peu importe. Et vous nous obligez à réfléchir à ces notions clés à partir d'expériences concrètes. Qu'elles soient éphémères ou durables, elles ont tout un sens. L'espace public est-il commun et partagé ? Et ça, c'est au cœur de votre réflexion et c'est vraiment important de le mettre aussi en exergue parce que c'est l'occasion de rappeler que si l'espace public est un lieu où se libère la capacité de création des acteurs citoyens, comment faut-il les nommer, il est aussi un lieu qui exclut, qui ségrègue, qui discrimine. Enfin, et en toile de fond, vos réflexions, actions, vos démarches de recherche interventionnelle, elles nous obligent aussi à revenir sur une belle réflexion que nous proposait Lucien Lefebvre il y a plus de 50 ans, c'est celle du droit à la ville. La difficile articulation technicien-citoyen. C'est pas vrai que les élus veulent pas faire de la participation. Ils ont pas peur de perdre le pouvoir, ils en ont pas. Ils en ont plus. C'est terminé ça, cette époque-là. On ne peut rien faire en tant qu'élu local. Donc on n'a pas peur de perdre le pouvoir. Mais on ne sait pas comment susciter l'action citoyenne et on n'a pas les outils des agents pour ça. Les élus, les agents ne sont pas formés. Que ce soit l'INET, l'IRA, l'ensemble des concours administratifs, à aucun moment on explique aux fonctionnaires comment est-ce qu'il est en dialogue avec un habitant décideur. Un habitant usager, il sait faire. Un habitant qui vient pour faire une demande en tant que guichet administratif, il a l'habitude aussi. Ça roule, c'est dans son logiciel, il n'y a pas de problème.
Mais par contre, être en dialogue avec un habitant pour travailler directement avec lui, voire pour travailler au nom de l'habitant, et donc plus au nom de l'élu, alors là, c'est plus possible. Et c'est même tout l'inverse en fait. Quand on discute avec les cadres des collectivités, ils parlent de leur élu, c'est non élu. Donc en fait, il y a un cloisonnement total, l'élu, le technicien, et voilà, ils sont dans un dialogue vraiment, ils sont que deux, quoi. Éventuellement, il y a le directeur général des services, éventuellement, il y a le maire de l'autre côté, mais ça ne va pas plus loin. Et ça, il va falloir du coup travailler à une remise en cause, et donc à la mise en place d'une ingénierie de la participation. Sans quoi les élus vont devoir faire la participation eux-mêmes, et ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas même la capacité, aussi militant et volontaire soit-il. Donc comment est-ce qu'on situe l'agent pour qu'il puisse porter ni tout à fait la parole de la collectivité, ni tout à fait la parole de l'habitant? Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on dit à un agent qu'il doit aller faire de la participation, il a soit l'impression que son élu se défausse, soit l'impression voilà, d'être lâché en première ligne, d'aller prendre les coups en fait. Et vraiment ça aussi dans les entretiens qu'on a, c'est quelque chose qu'on retrouve, alors là c'est plus en tant que chercheur que je dis ça, dans les entretiens c'est des agents qui disent mais en fait voilà, il s'est complètement débarrassé de sa mission, il n'arrive pas à trancher aussi, il dit ça. Donc du coup ça met aussi l'élu en porte-à-faux parce que du coup l'élu n'est plus un élu, il n'a plus cette capacité de leadership, d'arbitre, voilà, qui arrive et qui dit c'est comme ça, et du coup l'agent a sa fiche de mission, a son plan de mandat, il sait quoi faire, ça roule. Donc on doit essayer de mettre en place quelque chose qui permet aux cadres, puisque c'est essentiellement les cadres de la fonction publique là, quand même, qui sont concernés, d'être ni tout à fait médiateur, ni tout à fait vulgarisateur, mais de sortir de la logique, l'agent propose, l'élu dispose, quoi. Comment est-ce qu'on construit un espace public idéal? Du coup, moi, quand j'ai démarré élu à la jeunesse, j'ai tourné dans tous les sens. Voilà, ça fait 7 ans que je fais des recherches sur les dispositifs participatifs. Alors, je me suis dit, je vais forcément trouver celui qui fonctionne, le bon, on va mettre ça en place. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire un espace voilà, où les jeunes vont pouvoir participer? Donc c'est-à-dire en gros, on fait un récapitulatif, ouvert, qui facilite la délibération, l'inclusion, l'horizontalité, qui accepte toutes sortes d'expressions, tout niveau d'expertise, qui accepte la conflictualité tout en fabriquant du consensus. Voilà, ça c'est le truc qu'on cherche, quoi. Et si on le cherche, on a perdu d'avance. Par contre, si on accepte qu'on ne le trouvera pas, et qu'on dit, du coup, en sociologue, on sait que les populations sont diverses, elles ont des qualités, des ressources diverses, des appétences diverses, du coup, on va créer une diversité d'espaces. On va les multiplier, les espaces. Au niveau de la jeunesse, c'est ce qu'on a fait. On a fait des conseils de jeunes, on a fait des conseils étudiants, des commissions thématiques, on a fait des fonds d'initiative, on a fait des rencontres sportives élus jeunes pour avoir des temps informels, on a fait des cérémonies citoyennes. Et la notion de citoyenneté urbaine, elle est assez excluante en tant que titre. C'est en fait la citoyenneté territoriale qui inclut les territoires ruraux, qui inclut dans le cas de l'Amérique latine ces sous-territoires ou territoires dévalorisés qui sont entre deux. Et donc du coup c'est une réflexion des fonds. Nous en tant que médiateurs des médiateurs de ces savoirs, c'est parce qu'en réalité notre rôle c'est d'égaliser les connaissances et les savoirs entre les élus, les techniciens, les habitants, quel que soit leur niveau de formation, quel que soit leur niveau de capacitation, des capacités. Notre rôle principal, c'est que l'on travaille sur un plan de mobilité ou sur un concours d'art réflexif ou sur un concours de projets de récupération de l'habitat précaire ou sur un plan d'habitat précaire ou sur un schéma majeur de dialogue métropolitain comme on fait au Guatemala ou sur des axes d'innovation territoriale ou sur des laboratoires d'innovation. Notre rôle principal, c'est la capacitation, au sens de rendre capable l'habitant de base, qu'il soit habitant ou traversant, celui qui passe, et l'élu et le technicien, à avoir le même niveau de dialogue. Donc ça renvoie à un engagement et à un compromis qui va au-delà de la méthode, qui va au-delà de l'intervention sur un espace public. Donc tout espace public, lorsque nous intervenons sur lui, n'est qu'un vecteur de transmission des connaissances. L'égalisation des connaissances, c'est un terme que nous avons retenu avec Atelier Capacité depuis le début de notre démarche, la démarche qu'évoquait Christelle tout à l'heure, et c'est vrai que c'est ce qui nous a animés pendant un an, avec cette difficulté, encore aujourd'hui même, de pouvoir
dire que c'est pas une parole de sachant face à quelqu'un qui ne comprendrait rien, mais qu'on est bien sur de l'échange et qu'on vient alimenter ces échanges-là en fonction des expériences et du vécu de chacun. Et nous, c'est vraiment de cette manière-là, d'ailleurs, que le forum est aussi organisé. C'est pas du tout une notion d'expert et de profane, mais c'est vraiment de pouvoir mettre sur la table les ressentis, les expériences de chacun. Vous avez aussi évoqué la notion de maîtrise d'œuvre, et je voulais, c'est l'objet de mon intervention, pointer ce que peut défendre le collectif des lieux intermédiaires artistiques qui s'appelle Art Factories autre part, porté par d'autres acteurs, qui s'appelle donc la maîtrise d'usage. Et cette maîtrise d'usage, effectivement, elle est en travail à l'heure actuelle, et elle est proposée parfois dans des processus, par exemple, de relogement ou d'aménagement des friches artistiques, hein, mais elle peut aller bien plus loin, et elle pose beaucoup de questions. Voilà. C'est tout. Peut-être un commentaire, parce que bien que c'est un commentaire, mais c'est un commentaire majeur pour moi. La question de l'urbain, pourquoi je réinsiste sur ça? Parce qu'en fait, en Amérique latine, il y a une tendance, mais c'est en même temps la même tendance en Europe, de dire ce que nous n'avons pas pu contrôler, essayons de les valoriser. On n'a pas pu contrôler la croissance urbaine. Et on n'a pas pu contrôler les déséquilibres urbain-rural, même si aujourd'hui on me dit qu'il ne faut pas opposer l'urbain et le rural, c'est pas ça. En réalité, en Amérique latine aujourd'hui, les grandes banques disent les grandes métropoles, c'est là où va se passer le développement et le progrès. En réalité, non. En réalité, non. Et en réalité, derrière tout ça, il y a une tendance assez forte de faire un marketing territorial, de favoriser beaucoup ces actions publiques intéressantes, des grandes innovations, mais qui sont tellement atomisées et tellement éphémères et tellement dépendantes des subventions, et même des crowdfunding qui vont fonctionner, et que peu à peu, la collectivité locale est en train de se désengager de son rôle principal. Son rôle principal, c'est les biens communs. Ce n'est pas de construire des communs et de laisser que les citoyens construisent que de leur côté les communs. Quand Atelier Capacité m'a contacté, il voulait justement qu'on parle de la perméabilité entre création artistique et fabrique de l'urbain. Y a-t-il une perméabilité entre les deux? J'ai envie de vous répondre oui, de prime abord, puisque pour nous, l'art est un espace de catalyseur ou un reflet en fait de la condition, qu'elle soit humaine, sociale, politique et donc aussi urbaine. Et oui, d'autant plus si on s'attaque à un art dit contextuel ou relationnel, c'est-à-dire qui se nourrit en fait de ce qui l'entoure. Nous menons des actions dites de territoire depuis plusieurs années sur initialement le quartier de la Soie, là où nous étions implantés, avec au début le sentiment de se dire, ben voilà, complexe, on agit de part et d'autre à l'échelle nationale et internationale. On est dans un quartier où il y a un énorme projet urbain, qui est le projet urbain du Carré de Soie, qui s'échelonne sur 25 ans. Est-ce que nous, en tant qu'artistes contextuels, nous n'avons pas aussi quelque chose à faire sur notre propre territoire ? Alors oui, l'envie était là, et déjà ça soulève, je pense, une question importante qui est celle de savoir est-ce qu'on répond à une commande ou est-ce que l'initiative artistique naît d'elle-même. C'est quelque chose souvent sur lequel j'ai l'occasion de discuter, et c'est vrai qu'on est assez content, voire fier de se rendre compte que cette initiative-là, elle est venue de notre part, et derrière nous sommes partis convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt d'avoir une action artistique sur ce territoire. Le sentier pédestre périphérique, c'était 2011-2012, se dire comment on essaie de parler des mutations à l'œuvre dans le quartier, et bien plutôt que d'en parler de manière frontale, on va inventer une histoire, et on a inventé l'histoire d'un ancien sentier qui aurait été découvert dans le quartier et qui aurait été décidé par on ne sait pas qui d'en faire un sentier pour piétons. Un sentier qui traverse justement ce quartier qui est à cheval sur deux communautés, sur deux communes. Voilà. Donc à travers ce projet, on décloisonne puisqu'on passe des murs. On va à la rencontre d'entreprises en leur disant, bah voilà, écoutez, il y a un sentier, on a appris qu'il passe sous votre entreprise. Donc là, je vais vous citer Ineo, Kaiser, l'hippodrome du Carré de Soie. Et déjà, ça permet d'avoir un rapport différent avec nos interlocuteurs. Tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment,
On parlait de se dire comment on arrive à créer des espaces de rencontres et de discussion pour faire citoyenneté. Peut-être aussi qu'il faut sortir des cadres un peu conventionnels et imaginer une manière différente de se rencontrer les uns avec les autres. Je pense peut-être en propos liminaire, je trouve ça intéressant qu'on vienne se confronter à ce type de réflexion. Après, je trouverais ça aussi intéressant du côté de ceux qui réfléchissent à la production de la ville du point de vue des citoyens, d'aller aussi interroger des techniciens de collectivités, de voir un peu aussi à quelles difficultés eux-mêmes sont confrontés, pas forcément en fonction des commandes politiques, mais aussi en fonction des impératifs économiques, des impératifs techniques, des impératifs de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui concernent la sécurité, l'accessibilité. Le vivre ensemble, c'est aussi le vivre avec tout le monde et avec des contraintes parfois qui sont régies par des normes. C'est un mot qui fait un peu peur quand on fait de la participation, mais c'est vrai que ça existe. Et parfois, ces normes-là, elles sont aussi là pour garantir un certain nombre de choses qui sont quand même pas inintéressantes, d'autant que souvent, s'il y a un problème, on se retourne vers la collectivité et vers les techniciens en disant « Quoi ? Mais c'est pas possible, il y a eu un incendie là, où cet espace n'est pas accessible aux personnes handicapées. » Et ben, il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte, et c'est vrai que les techniciens parfois sont là aussi pour être le vilain petit canard, et puis mais sans forcément vouloir faire l'empêcheur de tourner en rond, mais aussi pour garantir un certain nombre de principes du vivre ensemble. Je me suis posé une question depuis longtemps pour avoir suivi différents projets, notamment celui de la soie à Lyon, sur la métropole de Lyon, puisque ça concerne Louvain et Villeurbanne. C'est par rapport à la question des écoquartiers ou de la participation et de la participation habitante. On a souvent affaire à des habitants qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires quelquefois qui peut être en rénovation urbaine, mais quelquefois on est sur des territoires complètement vierges qui se constituent à partir de friches industrielles où il n'y a effectivement aucun habitant. Donc demander à des gens de participer à la construction, c'est un petit peu compliqué. Alors on a des habitants périphériques qui vont donner leur avis, qui sont quelquefois en contre d'ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas voir ceci, cela, etc. Mais comment l'urbanisme temporaire, aujourd'hui, peut être un vrai levier d'initiative citoyenne au sens très large et d'espace public sous toutes ses formes. Donc la première considération, c'est que les locaux vides sont un produit naturel dans la ville telle qu'on la connaît. C'est-à-dire démocratique, qui prend un peu le temps du projet, et capitaliste, où il y a quand même beaucoup de logique financière en jeu. Un exemple francilien, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, dont 800 000 mètres carrés qui sont vides depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire qui sont hors marché. En face, la même ville démocratique et capitaliste produit, surtout maintenant, beaucoup de besoins insatisfaits en matière immobilière, notamment des besoins de porteurs de projets, associatifs, culturels, économiques, qui sont privés pour une raison ou pour une autre d'accès au marché classique de bureaux, parce que voilà, c'est hors de leur portée, trop cher, mal adapté, etc. Et donc la vocation de Plateau Urbain, c'est de faire le lien entre ces univers qui s'ignorent. D'ailleurs, petite boutade, est-ce qu'il y a des promoteurs dans la salle ? Et donc, un de nos outils, une de nos convictions, c'est que la programmation ouverte, là encore on n'a rien inventé, mais la rencontre dans les mêmes espaces d'usage d'hébergement, d'usage de créatif, d'usage plus économique, va finalement contribuer à une même richesse, à une même dynamique, et qu'on aurait tort de segmenter les approches, même si elles ont chacune évidemment leurs règles, leurs rythmes et leurs moyens de financement. L'exemple dont je voulais parler, qui est un peu phare, on avait des 15 projets, mais celui-là est le principal, c'est les Grands Voisins. Donc un ancien hôpital au cœur de Paris, 3,5 hectares quand même, 40 000 m² bâtis, qui, à partir de 2012, perd lentement sa vocation hospitalière et doit devenir un écoquartier.
Mais là encore, on est dans ce temps du projet qui fait qu'on est un peu indéfini. Il y a une volonté exprimée, des études à faire. L'hôpital, enfin l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, ont des locaux vides et ils font justement ce que j'appelle de l'immobilier temporaire. Donc ils font venir une association, Aurore en l'occurrence, qui travaille sur l'hébergement, le soin et l'insertion de personnes en grande précarité, notamment les personnes qui ont un parcours à la rue. Donc plusieurs centres s'ouvrent. On aboutit déjà à la création de 600 places, ce qui en soi est un résultat assez remarquable. Et en 2014, on arrive un peu à voilà, une vraie alternative. L'hôpital fermant, soit on ferme tout, on gardienne, ça coûte 1 million d'euros par an, et voilà, on s'assied dessus pendant 3 ans. C'est un scénario qui existe, hein, et ça se pratique encore pas mal. Soit on raisonne différemment, j'aime peu le terme innover, mais soit on innove donc. Et c'est ce qui a été fait avec un tour de table remarquable justement, puisqu'il y a des membres de la société civile, l'association Aurore, certes, mais aussi l'association Esprit Camp, qui est un collectif architecte, urbaniste, spécialiste de l'événementiel, enfin un groupement de compétences comme on peut en voir aujourd'hui émerger beaucoup, et qui assume un mandat d'ouverture au public. Et nous-mêmes, avec cette spécialité pas très glamour a priori, de lecture technique et immobilière d'une situation, mais avec derrière la capacité, ou moins l'intention, de mobiliser des réseaux extrêmement divers pour devenir des partenaires du projet. Parce que c'est évidemment un problème d'abord financier, qui a un peu obsédé tout le monde, parce que occuper des locaux, ça a un vrai coût. Mais c'était aussi et surtout l'idée justement de faire ce projet, c'est-à-dire passer de l'accumulation de fonctions à une dynamique collective. Ce que les grands voisins résument très bien, cette idée de baisser les barrières et d'aboutir finalement à une cohabitation qui soit plus qu'un simple voisinage, mais rentrer vraiment dans un bénéfice mutuel. Parmi les compagnies que j'ai étudiées, il y a aussi des compagnies d'amateurs, et donc qui naissent vraiment d'une volonté spontanée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était des mamans d'école qui ont décidé, par exemple, dans mon quartier, de fonder une association juste par plaisir de faire du théâtre. Et du coup, ce que j'ai pu observer, c'est que donc, ce ne sont pas du tout des professionnels, mais ce sont des gens qui se retrouvent toutes les semaines pour faire du théâtre dans les quartiers populaires, pour s'amuser. Elles ne visent pas du tout à être des professionnels. Et justement, c'est cette association-là, dans le quartier que j'ai pu étudier, qui arrive à toucher, enfin le paradoxe, c'est que c'est cette association-là qui arrive à toucher des publics qui sont prioritaires d'un point de vue de la politique de la ville pour les pouvoirs publics, parce que justement, ce sont des habitantes du quartier en question qui, en étant bien insérées dans des réseaux d'interconnaissance, vont arriver à mobiliser en effet ce public prioritaire de la politique de la ville, qui en question dans mon quartier, c'est surtout des jeunes et des femmes. Et donc le paradoxe, c'est qu'elles sont beaucoup moins soutenues par les pouvoirs publics, voire pas du tout soutenues. En sociologie, il y a pas mal de travaux qui considèrent l'action collective comme une action organisée afin de défendre un intérêt, une cause ou porter des revendications. Et donc de ce point de vue-là, est-ce que le théâtre peut être un levier d'action collective ? En partie oui, dans le sens que dans ces projets, il y a des moments aussi où il faut se confronter au pouvoir public, il faut défendre son propre projet, mais ça sera dans des moments plus spécifiques, plus circonscrits, plus spécifiques et moins sur le long terme. Et on se rend compte souvent que cet engagement-là, il n'est pas présent dans les projets, et que notamment sur les questions de l'urbanisme et du projet urbain, il devient instrumentalisé en fait comme une notion supplémentaire à l'intérieur d'un projet, alors qu'on est plutôt en train de parler d'une fabrique de ville et de comment est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble. Ça pose la question de la transparence du projet, puis de cette vision qu'on arrive à partager avec l'habitant ou pas, justement, puisque ces questions qu'on a sur comment est-ce qu'on participe, comment est-ce qu'on fait qu'en tant qu'habitant on a envie aussi de participer, c'est parce qu'on arrive à partager une vision, puis à se dire notre participation elle va servir à ça, et j'ai envie de m'engager dans quelque chose qui va participer à la production de quelque chose. Cet habitant, pour revenir sur un dernier blocage que moi j'ai aussi expérimenté dans différents projets, et notamment qu'on expérimente beaucoup aujourd'hui à Genève, parce que
la ville, le canton se pose les questions de qu'est-ce qu'est la Smart City, et puis cette Smart City, c'est un peu la ville du futur, la ville intelligente, et puis que les premiers feedbacks qu'on a sur ces 10 dernières années, c'est attention, la Smart City, c'est surtout l'implication des habitants, ce Smart Citizen qu'on doit forcément intégrer, mais on ne sait toujours pas comment le faire. Et puis, du coup, on essaye d'avoir une considération, en tout cas, du citoyen, selon des termes qui nous intéressent, nous, en tant qu'institution, et en tant que, comme l'a dit un des intervenants précédents, une ville démocratique, mais aussi capitaliste. Donc, pour autant, cette épistémologie du citoyen qu'on a dans les projets, elle est un peu toujours la même. La première, c'est un citoyen qui doit être intéressé. Donc, ça, ici, il y a 2 angles. Hein. Le premier, c'est déjà, moi, ça doit m'intéresser les objets de la vie publique. On sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés directement par ça. Mais le deuxième volet de cet intéressement, c'est, encore pire, j'ai des intérêts propres dans le projet. Donc je dois défendre quelque chose qui est soit d'un cadre associatif, et j'ai envie d'une mobilité douce, ou au contraire, j'ai envie de garder la voiture, ou du coup, moi j'ai ma maison qui est à moins de 100 mètres, et puis j'ai pas envie qu'on construise quelque chose ici, parce que dans mes intérêts, ça ne correspond pas. Le deuxième caractéristique de cette épistémologie du citoyen qu'on retrouve souvent dans les projets urbains, c'est celle d'un citoyen qui est donc spatialisé, donc qui a une relation concrète avec le territoire en question. D'ailleurs, on soulevait avant cette question dans les futurs écoquartiers qui sont, où Madame Lossy l'a mentionné, on n'a pas de nouveaux habitants. Là aussi, du coup, ça renvoie avec cette idée d'une question un peu de comment est-ce qu'on considère la participation dans la ville. Est-ce que c'est simplement parce que moi j'habite là, ou est-ce que c'est parce qu'en fait on construit le territoire ensemble. Et puis il me semble que dans la première table ronde on avait parlé des droits communs et de cette nécessité en fait à se dire ma participation elle ne doit pas être spatialisée, sinon elle doit être liée au commun et puis au projet collectif qu'on a envie